Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on accueille Caroline David. Bonjour Caroline. Bonjour Amal. Et Caroline est spécialiste des jardins d'enfants et elle va nous en parler parce que moi, je dois avouer, je suis gestionnaire de crèche depuis 15 ans. Et en fait, les jardins d'enfants, je croyais que je savais ce que c'était, mais finalement, il y a des mystères que je ne connaissais pas. Et Caroline, tu vas pouvoir nous en dire plus. En ce moment, il y a un sujet très urgent pour les jardins d'enfants. C'est qu'il y a une loi en 2019 qui a rendu l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 ans, alors qu'avant, c'était pas obligatoire, c'était obligatoire à partir de 6 ans. Et ça menace les jardins d'enfants. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un branle-bas de combat. Il y a pas mal de personnes qui parlent des jardins d'enfants, notamment Catherine Lelièvre, qui en parle beaucoup, mais aussi Fabienne Agnès Lévin ou Julie Marty-Pichon. Et surtout, toi, Caroline David, et ton collectif, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc les jardins d'enfants, ce sont des établissements d'accueil jeunes enfants, comme les crèches. On fait partie du Code de la santé publique. Et les jardins d'enfants, ils existent depuis un siècle à peu près, un peu plus d'un siècle. Ils sont nés en même temps que les écoles maternelles et on s'est développé à leur côté sans aucun souci jusqu'à 2019, jusqu'à la loi Blanquer. Donc nous, on accueille des enfants entre 2 et 6 ans. Il y a eu une petite modification dernièrement, c'est à partir de 18 mois, mais depuis un siècle, c'est 2-6 ans. Les grandes différences avec l'école maternelle, c'est d'abord la continuité de la prise en charge. C'est-à-dire que nous, on accueille les enfants du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas d'abord le centre de loisirs, après la maîtresse, après le centre de loisirs, après la maîtresse, etc., etc. Mais c'est la même équipe qui prend en charge les enfants de leur arrivée au départ. Je vois parce que moi j'ai des enfants qui sont à l'école et en effet ça m'a surprise au début quand je suis arrivée à l'école maternelle de me rendre compte que aucune transmission, aucun lien n'est fait entre l'équipe scolaire, l'équipe du matin et l'équipe du déjeuner qui accueille l'enfant à la cantine. Et ensuite, de nouveau, entre ce qui s'est passé à la cantine et ce qui va se passer l'après-midi, il n'y a pas du tout de lien. Donc, c'est vrai que l'enfant, il peut se retrouver un peu perdu. S'il s'est passé quelque chose, en tout cas, de problématique, d'anxiogène, d'important pour lui, c'est vrai que c'est assez déroutant. Moi, en tant que parent, j'étais assez surprise. Absolument. Alors, c'est important par rapport aux transmissions qu'on peut faire avec les parents, bien sûr, mais aussi, avant tout, pour les jeunes enfants. On sait tous que les jeunes enfants, ils détestent changer de personne référente, notamment pour les plus fragiles. Donc, ils choisissent une figure de référence et en changer comme ça plusieurs fois dans la journée, ça peut être très difficile pour eux. Donc, chez nous, il y a pas ça. Alors, bien évidemment, comme en crèche, on fait pas des journées de 10 heures, mais c'est une équipe qui les prend en charge avec les mêmes règles tout au long de la journée parce que, par exemple, moi, je pensais à mes enfants qui comprenaient absolument pas que à la récréation de 10 heures, ils n'avaient pas le droit de poser leur manteau par terre et entre midi et 14 heures, ils pouvaient poser leur manteau par terre. Pour des jeunes enfants, les règles de vie qui changent en fonction de la structure qui les prend en charge, c'est incompréhensible. Oui, là encore, c'est assez déroutant. L'exemple que tu donnes, il est très parlant. L'enfant, du coup, il se retrouve à devoir jongler entre différentes règles qui n'ont pas une importance fondamentale. Donc, c'est de la charge mentale qui ne sert pas à grand-chose, en fait, pour lui. Tout à fait. La deuxième grande différence, c'est que en jardin d'enfants, ce ne sont pas des professeurs des écoles qui prennent en charge les enfants, mais des professionnels de la petite enfance et notamment des éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants, ou des professionnels du développement de l'enfant entre 0 et 6 ans, et pas uniquement les apprentissages cognitifs. Ça, c'est la deuxième grande différence entre l'école maternelle
et le jardin d'enfants. Ok, donc là on parle de la compétence en fin de compte des encadrants, mais si on parle de ça, il y a aussi la question sous-jacente, c'est le programme en fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas à l'école maternelle, donc je suis pas avec un professeur des écoles, mais je suis en jardin d'enfants, est-ce que à la fin de ces 3 années, enfin à mes 6 ans, quand je vais arriver en CP, je vais avoir les mêmes acquis que les enfants qui étaient en maternelle? Alors, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des jardins d'enfants suivent les programmes de l'école maternelle. Et puis les programmes de 2015, ils sont très intéressants, hein. Donc on a les mêmes objectifs, simplement on n'utilise pas les mêmes moyens pour les atteindre. Est-ce qu'il y a des mesures qui permettent de se rendre compte que finalement le résultat est OK et que les enfants s'en sortent très bien en arrivant en CP? La principale mesure, j'ai envie de dire, c'est la survie actuelle des jardins d'enfants, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille. Si ça fonctionnait pas, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. Ok, donc Caroline, en fait, c'est entre la crèche et la maternelle, on est sur la tranche d'âge de 2 à 6 ans, voire 18 mois à 6 ans, avec des professionnels de la petite enfance et avec le même programme, enfin les mêmes objectifs en tout cas, qu'à l'école maternelle. Pourquoi toi tu milites pour le jardin d'enfants et pourquoi est-ce qu'il est menacé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé justement d'en venir à le défendre? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est tout simplement parce que on était complètement ignoré en fait de l'éducation nationale jusqu'à 2019. La preuve en est, c'est que au moment de l'écriture de la loi en 2019, on ne parlait absolument pas de nous et certaines personnes nous ont dit mais non, vous inquiétez pas, de toute façon, vous faites l'instruction, vous n'êtes pas concernés, vous faites l'instruction depuis un siècle. Et c'est Bruno Studer qui était le rapporteur de la loi qui a introduit un amendement, je crois 1 mois et demi après le début des débats, nous donnant 2 ans pour nous transformer, enfin pour fermer en fait. Et c'est là qu'on a commencé à se mobiliser et qu'on est monté au créneau pour être sauvé. Donc vraiment, il n'y avait pas de volonté politique au départ de nous supprimer, ça c'est une évidence. On parlait même pas de nous et on nous connaissait pas. En fait, c'est un mode d'accueil qui n'est pas pris en compte en fait dans ce que tu dis, c'est un peu le grand oublié des modes d'accueil. Donc on est bien dans le CSP, on est bien dans le code de la santé publique. On n'a pas disparu du code de la santé publique, mais tout d'un coup, il y a cette loi qui rend l'école obligatoire et pourquoi pas en fait à partir de 3 ans, c'est pas vraiment ça le problème. Enfin, ça rend l'instruction obligatoire, mais c'est simplement que le mode d'instruction que vous défendez en fait toi et puis ton collectif, il n'a pas du tout été regardé quoi. Donc il va disparaître par oubli. Et ça c'est vraiment triste. C'est ça. On a parlé de dommages collatéraux. Oh là là, mais c'est horrible ça. Ok, donc le jardin d'enfants va disparaître par dommage collatéral, mais c'est pas possible. Alors, quels sont les atouts du jardin d'enfants? Qu'est-ce qu'on gagne en fait à maintenir les jardins d'enfants? Donc quand on a commencé à se battre pour essayer de maintenir les jardins d'enfants ouverts, moi j'ai essayé d'appeler les jardins d'enfants de la région parisienne et puis très vite je me suis dit mais on n'y arrivera pas si c'est pas une bataille nationale. Et de son côté, Aurélie Ira, qui est l'autre coprésidente de la fédération, elle a pensé la même chose. Et puis quelqu'un nous a mis en relation. Et on s'est battu depuis 4 ans, on se bat beaucoup donc ensemble et entre autres on a créé la Fédération nationale des jardins d'enfants. C'était un moment complètement magique en fait parce qu'autour de la table on avait tous les vieux jardins d'enfants, tous les jardins d'enfants qui ont un siècle. Il y avait des représentants des jardins d'enfants de Paris, il y avait beaucoup d'Alsaciens, mais aussi ceux de la région parisienne. Alors on n'avait pas les Réunionnais, mais franchement c'était très très beau, c'était très très fort comme moment. Génial, j'adore. Donc un côté très traditionnel, hein, parce que là tu nous parles vraiment de vieux jardins d'enfants, des vieilles institutions où on s'est transmis beaucoup de choses. Moi, je défends beaucoup cet aspect de transmission parce que j'ai l'impression que dans les crèches, aujourd'hui, dans la crise actuelle dans les crèches, il y a vraiment cette problématique, c'est qu'on perd le métier parce qu'il n'y a pas beaucoup de transmission des anciennes générations de pro de la petite enfance avec ceux d'aujourd'hui. En fait, il y a une perte de savoir-faire d'une génération à l'autre. Et du coup, on est un peu obligé de tout le temps réinventer le métier, quoi. Et là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des vieilles institutions qui perdurent, quoi. Donc ça, c'est un beau témoignage. Et du coup, vous avez fondé donc cette fédération nationale des jardins d'enfants qui défend en fait ce mode d'accueil pour qu'il perdure.
Oui, ça serait tellement dommage en fait de nous supprimer parce que justement on parle de savoir-faire, c'est un savoir-faire unique et si on n'existe plus, il y a ce savoir-faire centenaire qui va disparaître et ça c'est vraiment une catastrophe. Plutôt que de nous supprimer, il ferait mieux peut-être de nous étudier. Alors après, on peut très bien aller à l'étranger pour étudier le modèle des jardins d'enfants parce que c'est quand même le modèle européen qui est le plus répandu en Europe. Et là, on a des structures donc centenaires sur place. On pourrait tout à fait être un terrain d'expérimentation, même si on a un siècle. Ça pourrait être l'occasion peut-être pour des professeurs des écoles de venir voir comment on travaille. Enfin moi, dans notre jardin d'enfants, parce que moi je suis coprésidente de la fédération, mais je suis aussi directrice d'un jardin d'enfants qui accueille une centaine d'enfants à Courbevoie. Et moi, je l'ai déjà fait. Il y a plein de professeurs des écoles qui sont venus voir comment on travaillait. Ils adorent. Il y a beaucoup d'éducateurs de jeunes enfants et d'éducatrices de jeunes enfants. Je sais qu'il n'y en a pas assez dans les crèches. La dernière fois que j'ai été contrôlée par la PMI, elle m'a dit ah ben je sais où ils sont les éducateurs de jeunes enfants. Ils sont chez vous. Les éducatrices de jeunes enfants, il y en a certaines qui sont allées observer aussi dans les écoles et ensuite avec des échanges entre les professionnels, c'est très très riche. On gagnerait en fait à nous garder, ne serait-ce que pour justement tout ce que ça peut amener en termes d'échanges. Enfin, on est dans un pays où, c'est saucissonné quoi. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a le ministère qui change tout le temps de nom, mais enfin bon, là maintenant en ce moment c'est le ministère de la Famille. Des fois on est sous la santé, des fois on est sous la solidarité. Et puis le ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas si j'en oublie pas un, mais et ce sont les mêmes enfants. Il est plus que temps de mettre autour des tables des gens qui sont de la jeunesse, de la petite enfance et de l'Éducation nationale, et puis qu'on échange tous ensemble. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est assez saucissonné en fait. Il y a deux ministères différents et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la petite enfance et l'école. Alors que vous faites vraiment le lien. Exactement. Et puis alors en plus, au début, en janvier 2023, l'Éducation nationale a édité un plan maternel très intéressant où on a trouvé pour la première fois il était écrit que les éducateurs de jeunes enfants étaient les spécialistes de la petite enfance. Et dans ce plan maternel, ils souhaitent rapprocher le monde de la petite enfance du monde de l'éducation nationale. Alors bon, c'est une très bonne idée. Mais je pense que pour commencer, avant de rapprocher le monde des crèches de l'éducation nationale, qui sont quand même des mondes assez éloignés, on pourrait tout à fait commencer avec les jardins d'enfants, puisque nous, on fait partie de la petite enfance, donc on a les mêmes termes, les mêmes professionnels, on a un langage évidemment commun. Et dans un premier temps, déjà, en parlant d'enfants qui ont la même tranche d'âge, on met un éducateur de jeunes enfants qui travaille en jardin d'enfants avec un professeur des écoles maternelles. Je vous assure qu'on se comprend très vite. On parle des mêmes enfants. Et ça pourrait être déjà une première étape très intéressante. Les jardins d'enfants, c'est vraiment au carrefour entre les établissements petite enfance et les écoles, donc pour les enfants un peu plus grands, entre guillemets. Et peut-être que ça fait partie des objections que tu reçois. Est-ce qu'on dit oui, mais en même temps, la petite enfance, il faut que ça s'arrête à un moment. Donc là, les enfants, ils arrivent à l'école maternelle, ils sont grands. Est-ce qu'ils ont encore besoin de pro de la petite enfance ? Très sincèrement, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes depuis 4 ans. À chaque fois que j'ai posé la question, mais pourquoi nous supprimer ? Personne n'a jamais pu me répondre. Sauf la première fois où on avait été enfin reçus au ministère de l'Éducation nationale et où là, la dame qui nous a reçus nous a dit, mais madame, l'instruction, c'est l'école. Alors je trouve que comme argumentation, c'est un petit peu court quand même. C'est un peu péremptoire. Alors, est-ce qu'on a fait le tour, Caroline, ou est-ce qu'il y a encore un atout de ce mode d'accueil ? Eh bien, il y a quelque chose qui m'a frappée dans cette loi pour une école de la confiance, c'est que dans l'introduction, ils expliquent pourquoi ils mettent en place cette loi et ils disent entre autres que c'est pour lutter contre les inégalités de destin, en disant que c'est surtout au niveau des inégalités de langage. Au moment où ils entrent dans le langage, s'il y a de la socialisation, s'il y a quelqu'un pour les accueillir, une structure pour les accueillir, là on peut lutter contre les inégalités de destin.
Et ils disent que pour bien faire, il faudrait accueillir les enfants vers l'âge de 2 ans et que pour l'instant, l'éducation nationale ne sait pas encore faire. Nous, on sait, quoi. Ouais, donc c'est une loi de 2019 qui défend un beau projet de lutter contre les inégalités de destin en accueillant les enfants plus tôt, en évitant les trous dans la raquette, c'est-à-dire les enfants qui vont pas à l'école parce que c'est pas obligatoire. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que tu es d'accord, mais que tu voudrais aussi faire partie du projet et monter dans le bateau avec la loi Blanquer de 2019. Exactement. Je trouve que c'est je suis tout à fait d'accord avec cette idée que tous les enfants de 3 ans doivent pouvoir accéder à un lieu de socialisation et apprendre. Oui, tout à fait. Alors j'ai encore une question, le taux d'encadrement des jardins d'enfants, est-ce que tu peux éclaircir ça pour les auditeurs? Nous, on a un taux d'encadrement pour les moins de 3 ans qui est de 1 pour 6 et pour les plus de 3 ans de 1 pour 15. Alors après, concrètement, dans les jardins d'enfants, c'est plutôt en règle générale des groupes d'une vingtaine d'enfants avec 2 adultes. Voilà, mais le taux minimum, c'est 1 pour 6 moins de 3 ans, 1 pour 15 plus de 3 ans. Donc là, généralement, tu te retrouves avec des groupes de 20 pour 2 adultes. Donc par exemple, toi, tu disais que dans ton jardin d'enfants, il y avait une centaine d'enfants. Donc vous avez combien de classes, entre guillemets, enfin de salles, de groupes d'enfants, quoi? On a 5 groupes d'enfants, d'une vingtaine d'enfants. Et chez les tout petits, donc les 2-3 ans, on a 3 professionnels. Chez les plus de 3 ans, on a 2 professionnels. En fait, le taux d'encadrement, il est plus élevé qu'à l'école maternelle, parce qu'on voit souvent des classes plus nombreuses en école maternelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais oui, mais c'est encore ça l'absurdité de notre système administratif. C'est que les taux d'encadrement sont différents suivant le ministère dont on dépend. Le taux d'encadrement dans la petite enfance, c'est pas le taux d'encadrement à l'éducation nationale. Je sais même pas s'ils ont un taux d'encadrement d'ailleurs à l'éducation nationale. Et il est encore différent du taux d'encadrement dans les centres de loisirs. C'est complètement fou. C'est complètement fou, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce problème financier? Parce que si j'ai 2 adultes pour 20 enfants, ça me coûte plus cher. Enfin, si je me mets à la place de l'État, j'ai peut-être plus intérêt à favoriser des classes de 30 avec un prof des écoles et une ATSEM. Comment dire, le jardin d'enfants coûte pas plus cher à la collectivité en règle générale que l'école. Alors pourquoi? Parce que les professeurs des écoles, ils ont un certain nombre d'heures devant enfants et puis un certain nombre d'heures où ils font autre chose. Et en fait, dans les structures d'accueil petite enfance, nos professionnels, ils sont quand même beaucoup devant enfants. Donc du coup, si on additionne, alors en plus, c'est difficile en fait d'exactement savoir parce que les ATSEM sont payés par les mairies. Il y a des mairies qui mettent des ATSEM en petite section et puis d'autres qui en mettent en petite, en moyenne et en grande. Tout dépend des mairies. Ensuite, il faudra additionner aussi le coût du centre de loisirs, de l'accueil périscolaire pendant les vacances, le soir, etc. Donc ça, c'est pareil. Le périscolaire, c'est pris en charge par les mairies. C'est jamais pris en charge de la même façon. Il y a des coefficients suivant ce qu'on gagne, etc. Donc très franchement, moi, je m'étais amusée à évaluer le coût. On est presque moins cher avec plus d'adultes. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu as fait l'exercice et finalement, il n'y a pas ce gain financier en éliminant en fait le jardin d'enfants. Et par ailleurs, pour ce qu'on nous oppose aussi parfois, c'est le coût pour les familles. Alors c'est pareil, moi je me suis amusée à regarder le coût pour les familles là où on est situé. Parce que bon, dans mon jardin d'enfants, on accueille assez régulièrement des familles qui sont dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réadaptation. Et donc j'accueille des familles qui sont bénéficiaires du RSA. Et au début, les éducatrices me disaient aux familles, non, vous restez que de 2 à 3 ans, mais après vous allez à l'école parce que à l'école c'est moins cher. Pas du tout, en fait, on est moins cher que l'école. Pour les familles bénéficiaires du RSA, si on additionne en fait le coût de la cantine, le coût des couches éventuellement, parce que nous en petite section ils ont encore le droit d'avoir des couches. Si on additionne tous ces prix-là, en fait, au jardin d'enfants pour une famille bénéficiaire du RSA, c'est moins cher que l'école. Ouais, en fait, on se rend compte qu'il y aurait peut-être un petit travail à faire qui serait pas très long en fait, d'estimation des coûts, de comparaison pour vraiment se rendre compte que il y a des atouts énormes. Déjà, si on reprend ce que tu m'as dit depuis le début, c'est un mode d'accueil qui a un siècle. On accueille des enfants de 2 à 6 ans depuis un siècle. On a vraiment un retour d'expérience, une expertise longue avec des institutions en plus qui ont perduré.
c'est un mode d'accueil et d'instruction. Donc, c'est pas que de l'accueil, il y a vraiment l'aspect instruction. Et ce qui est vraiment le gros avantage, le gros plus de ce mode d'accueil, c'est la continuité de la prise en charge. Là, on a vraiment du lien, de la transmission, et l'enfant n'a pas de rupture de prise en charge dans sa journée quand il est en jardin d'enfants, un peu comme à la crèche en fait. Tout à fait. Et quand on pense par exemple aux enfants porteurs de handicap, moi je me souviens il y a quelques années, on avait un petit garçon qui avait un trouble autistique. Et on avait décidé à ce moment-là qu'il soit pris en charge en dernière année de maternelle parce que le temps d'avoir l'ASH, etc., enfin que ça se mette en branle en fait au niveau administratif, on savait que c'était très long et que l'école maternelle savait mieux faire en fait que l'école primaire puisqu'en principe c'est déjà fait. Et donc on avait décidé pour ce petit garçon que ça pouvait être bien qu'il fasse la transition au moment de la grande section. Eh ben, ce petit garçon, sa maman était toute seule parce que le papa malheureusement était parti, ce qui est assez souvent le cas quand même malheureusement. Et elle travaillait. Et quand elle est arrivée à l'école, l'école lui a dit mais non, mais moi je le prends en charge que le matin. Elle a été obligée de s'arrêter de travailler, alors que nous on le prenait en charge toute la journée. Enfin bon, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres, quoi. Ouais, c'est une illustration en fait de tout l'intérêt de ce mode d'accueil. Donc là, tu parles vraiment de la continuité de la prise en charge. Et ensuite, tu nous as aussi parlé des compétences des accueillants, enfin des encadrants, parce que dans une école maternelle, on a avec des profs des écoles et des ATSEM, et aussi des animateurs, tandis que dans les jardins d'enfants, c'est des pros de la petite enfance. Et l'avantage, c'est que on suit les mêmes objectifs pédagogiques que dans l'éducation nationale, donc il n'y a pas de peur à avoir pour les familles, c'est-à-dire que les enfants vont arriver au CP avec les compétences et les acquis requis par l'éducation nationale. Donc c'est que du positif. En fait, moi, tu m'as convaincue. Là, je suis à 2 doigts de supprimer les écoles maternelles et de les remplacer par des jardins d'enfants. Non, mais bon, au point où on en est, on demande même pas à ce que des jardins d'enfants puissent encore se créer. La seule chose qu'on demande, c'est que les jardins d'enfants existants ne meurent pas. Écoute, en tout cas, je te dis, moi, je me rends compte que pour moi, le jardin d'enfants, c'était pas tout à fait ça. Donc, j'en apprends tous les jours sur le podcast avec mes super invités. Donc, j'espère vraiment que le message que vous portez à la Fédération nationale des jardins d'enfants va être entendu au plus haut niveau. Et la petite enfance en ce moment est arrivée au devant de la scène. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, quelque chose à dire aux pros de la petite enfance? Alors Caroline, moi j'ai adoré cet épisode parce que tu m'as appris plein de choses et que vraiment, je trouve le jardin d'enfants, ça a l'air d'être un mode d'accueil finalement non seulement à conserver, mais peut-être même un mode d'accueil d'avenir. Est-ce que pour finir, tu as quelque chose à ajouter, peut-être t'adresser à nos auditeurs? Dans l'actualité, on parle de cours d'empathie. C'est une excellente idée. En jardin d'enfants, en fait, un de nos moteurs, un de nos piliers, c'est le vivre ensemble. C'est apprendre aux jeunes enfants à vivre ensemble. Et ça, je suis pas persuadée quand même que à l'école, ça soit un de leurs points forts. Enfin, quand on voit les cours de récréation où il y a des fois 2 adultes pour une centaine d'enfants, et quand on sait tout ce qui se passe dans les cours de récréation, et je dirais que c'est dans ces moments-là, dans les jeux libres, que la place de l'adulte prend toute son importance pour reprendre une à une, et un à un, tous les conflits et apprendre aux enfants, les aider à comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Qu'est-ce que ça fait à l'autre? Et puis en allant plus loin, comprendre les émotions, comprendre déjà ses propres émotions, comprendre les émotions de l'autre. C'est tout ça qu'on travaille énormément en jardin d'enfants. Et puis j'ai envie de dire, à ces âges-là, en fait, l'instruction, bien sûr, c'est important, mais un enfant qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, il apprend tout seul. Donc nous, on va travailler à faire en sorte que ces enfants qu'on accueille, ils soient bien dans leur pompe, qu'ils aillent bien, déjà eux avec eux-mêmes, et ensuite eux avec les autres. Et après, le reste, enfin l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais c'est tapis rouge, enfin ça marche tout seul, quoi. Et puis une dernière chose, quelque chose auquel on est extrêmement attaché,
c'est le plaisir d'apprendre. Et ça, je pense quand même que dans les écoles, ils s'y sont attachés aussi. Oui, de toute façon, dès qu'on est avec des petits-enfants, c'est qu'on a vraiment ce plaisir à être avec eux et à les voir développer leurs apprentissages et puis leurs acquisitions. C'est vrai que pour les plus petits, on parle plus d'acquisition que d'apprentissage. Donc la transition, justement, elle est à ce moment-là de la vie. Je te pose la dernière question du podcast, c'est est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais entendre ? J'aimerais beaucoup entendre Fabienne Agnès Lévin. C'est une psychopédagogue, souvent interviewée d'ailleurs dans les pros de la petite enfance. Elle est tout à fait passionnante sur la pédagogie. Je suis d'accord avec toi parce que je lis ces articles dans les pros de la petite enfance, moi aussi. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était un vrai plaisir et je te souhaite plein de succès avec la Fédération nationale des jardins d'enfants. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast.